Est-ce qu'Alien Romulus est un autre crachat d'acide et la preuve que Disney veut ruiner nos vies? Pour Disney, j'en sais rien, mais pour Romulus, c'est au contraire une belle surprise. Salut tout le monde, c'est Déborah et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'Alien Romulus, le dernier opus de la saga Alien. Pas de panique, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, hormis le fait qu'il y a un alien dans ce nouveau film Alien. Comme le reste de la rédaction, j'étais à la fois impatiente et sur mes gardes quant à ce nouveau Chessbuster sorti des entrailles de Mickey, parce qu'en l'imaginant, l'image est pas folle. En plus de ça, on nous a vendu Romulus comme un spin-off avec de nouveaux personnages, mais pas tout à fait un préquel puisqu'il s'intercale entre le premier et le deuxième volet, qui sont les deux films ultimes et vénérés de la saga, et ceux qu'il ne fallait pas s'amuser à bousiller. Foutu bourbier radioactif donc, mais Romulus a la bonne idée de pas trop mettre le doigt dedans. Juste une phalange, je dis juste ça comme ça, mais vous pouvez d'ailleurs utiliser une des vôtres pour aimer cette vidéo et même vous abonner à la chaîne. On vous dit merci d'avance. Alien Romulus a une démarche assez similaire à Prey, le dernier Predator de Disney, dans le sens où il ne cherche pas à surcharger et compliquer la mythologie déjà existante. Il n'est pas là pour ouvrir de nouvelles portes ou offrir une vision inédite à la saga, comme ambitionnaient de le faire Prometheus et Covenant. C'est au contraire un retour aux fondamentaux qui rend respectueusement hommage au premier film de 1979, mais sans forcer sur la nostalgie opportuniste et industrielle, soit la définition même des legacy sequels et autres profanations type Star Wars ou Jurassic World. Pourtant, on a bien cet aspect best-of dans le scénario qui repioche des idées par-ci par-là, sans oublier la séquence d'exposition qui fait du fanservice obligatoire, j'en dirai pas plus. Mais comme le film sait qu'il suit un chemin balisé et n'a rien prévu de grandiose pour ses personnages ou l'univers, il pose ses enjeux ailleurs, notamment sur la représentation de l'alien et ses différents stades d'évolution. C'est ça, pour moi, la réussite incontestable du film. Pour la première fois, réellement, la star, c'est le xénomorphe et toutes les strates inférieures qu'on lui connaît. Et c'est très jouissif de le voir être réiconisé comme ça sur grand écran, avec des effets pratiques et des animatroniques retouchés numériquement pour un résultat de toute beauté. Enfin, beauté, l'adjectif n'est peut-être pas le mieux choisi, parce que tout est organique, visqueux et poisseux. Ça force l'immersion, mais aussi quelques grimaces. En plus de ça, Romulus pousse encore plus loin l'imaginaire sexuel, ou du moins génital, qui entoure l'alien et son design, avec les formes vulvaires et ou phalliques des facehuggers, des chestbusters et des aliens adultes, qui sont mis en scène de façon très licencieuse et bizarrement esthétique. Du coup non, ce n'est pas vous qui avez l'esprit mal tourné, ni moi d'ailleurs, c'est le réalisateur et Giger. Bref, Romulus est un exercice de style et du porn festival de xénomorphes. Le film sait exactement ce qu'on vient voir et donc ce qu'il doit nous vendre. Bon, s'il faut pinailler, je dirais que l'iconisation de l'alien fonctionne quand même mieux par l'absence et l'appréhension que lorsqu'il apparaît entièrement à l'écran, mais ça c'est indépassable depuis le premier volet. Les xénomorphes ont même d'ailleurs tendance à se faire piquer la vedette par les facehuggers qui n'ont jamais été aussi bien utilisés, étudiés et mis en scène comme une menace à part entière. Les séquences qui leur sont consacrées misent sur des angoisses et des situations différentes de ce qu'on peut avoir avec les xénomorphes. Et en parlant de différence, même si Romulus garde une humilité et ne cherche pas à réinventer la roue, il arrive quand même à dégager une thématique, ou plutôt une sous-thématique qui lui est propre et qui rejoint parfaitement le reste de la saga. Chronologiquement, le film se passe entre Alien 1 et 2, mais thématiquement, c'est plus un trait d'union entre Alien 4 et les préquels. Le sujet de l'évolution et de la mutation est central, comme toujours, mais ce sont surtout nos limites en tant qu'espèce qui sont explicitement mises en avant, peut-être même trop vu qu'un personnage se pose littéralement face caméra pour faire un monologue explicatif. L'exécution est pas dingue, mais l'idée reste intéressante puisqu'il s'agit d'avouer que la colonisation est un échec et même un mensonge. Ce ne sont pas les extraterrestres qui nous freinent et causent la perte des colonies humaines. Elles sont condamnées parce que notre évolution est trop lente et limitée. On sait depuis le début que la Weyland Yutani, c'est pas une compagnie de rêve avec un super CE, ticket resto et 13e mois. On sait qu'ils exploitent et sacrifient des travailleurs, mais l'idée que cette grande cause s'avère vaine depuis le départ, ça donne un ton encore plus désespéré et cynique à l'histoire qui, de base, n'a déjà rien de très joyeuse. On avait déjà des miettes de ça dans Alien 4, avec la fusion génétique du xénomorphe et de Ripley, puis le retour sur Terre comme unique solution de repli. Romulus crée ainsi une solide passerelle vers les préquels, donc rien que pour ça je le juge pas vraiment anecdotique, même s'il a priori tout de l'épisode annexe et parfaitement mineur de la saga. Mais Romulus n'est pas seulement un bon film Alien, c'est aussi un bon film de Fede Alvarez qui s'inscrit logiquement, presque naturellement dans sa filmographie, après Evil Dead, Don't Breathe et dans une moindre mesure son Millennium. Du coup,
On retrouve dans Romulus ses motifs de prédilection, ses forces visuelles et ses faiblesses d'écriture, en plus du chef décorateur qui avait travaillé avec lui sur Don't Breathe. L'histoire de ces jeunes adultes qui s'infiltrent dans une station abandonnée pour voler du matériel et fuir leur colonie était taillée sur mesure pour lui. Comme dans Evil Dead et Don't Breathe, que j'apprécie beaucoup au passage, on a un personnage féminin dos au mur qui lutte pour prendre un nouveau départ, mais aussi un lien fraternel fragilisé et un groupe de jeunes qui pénètrent un lieu sombre et oppressant où ils se retrouvent traqués par une entité malveillante avec les murs qui deviennent une sorte d'étau qui se resserre autour d'eux. Sans oublier les sévices en tout genre, notamment sexuels, qu'ils subissent. Au-delà des similitudes scénaristiques, on retrouve les mêmes qualités de mise en scène, plus abouties même, avec une cartographie claire des lieux et une gestion maîtrisée de l'espace où Alvarez malmène et balade ses personnages comme un chat avec une souris. Avec la plastique rétro-futuriste et les décors en dur, les longs couloirs exigus qui soulignent par moments les métaphores sexuelles et le jeu de lumière et de clair-obscur, le film a vraiment de la gueule et installe une ambiance anxiogène et claustro qu'il tient du début à la fin. C'est aussi très efficace dans la narration, ça va d'un point A à un point B, tout en enchaînant les idées de mise en scène ludique pour jouer avec les spécificités de l'alien, notamment le sang acide qui a déjà été utilisé des dizaines de fois, mais rarement de façon aussi cool. Mais comme dans les précédents films d'Alvarez, la limite la plus évidente, ce sont les personnages, qui sont globalement des fonctions et des victimes numérotées. Aucun n'est intéressant individuellement, c'est plutôt la dynamique qu'ils ont entre eux qui apporte quelque chose, c'est tout particulièrement le cas pour Rain et son frère Andy. À quelques réserves près, Fede Alvarez était le choix parfait pour porter les ambitions du film, à savoir retourner vers de l'horreur et quelque chose de plus épuré. Et c'est d'autant plus réussi que c'était pas gagné d'avance. La saga est un chaos de production depuis le Alien 3 de David Fincher en fait. Le Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet était lui aussi un produit de studio qui a été remanié dans tous les sens, si bien que Ridley Scott a voulu récupérer la garde de son bébé, encore plus après les affrontes d'Alien vs Predator, qui oui sont fun mais sont surtout très concons. Ce retour de Papa Scott aux commandes a donné Prometheus en 2012, un premier préquel qui a pas mal divisé le public et la critique. À ce moment-là, il avait en tête de faire encore plusieurs suites à son préquel jusqu'à revenir chronologiquement au premier Alien, mais étant donné la réception décevante de Covenant en 2017, la Fox était frileuse à l'idée de relancer une trilogie, donc ils ont mis Alien Awakening en développement pour tout boucler, en parallèle d'un Alien 5 sur lequel était attaché Neil Blomkamp. Pour éviter d'avoir deux aliens différents en production, le projet de Blomkamp a été mis dans un tiroir d'où il n'est jamais ressorti. Pour ne rien arranger, il y a eu le rachat de Disney, puis Disney qui voulait jouer avec ses nouveaux joujoux payés très cher, et de fil en aiguille, on en arrive à Alien Romulus, qui est finalement le film le plus appréciable et confortable de la franchise depuis un moment. Après chez écran large, Covenant et Prometheus sont défendus bec et ongles par Mathieu, tout comme le mal aimé Alien 4 sur lequel Geoffrey a fait une vidéo très complète et que je vous invite à regarder si jamais le sujet vous intéresse. On a aussi un classement de la saga en préparation sur le site, en plus d'un podcast en plusieurs parties. Donc voilà, on a du Alien à toutes les sauces. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Stop.